Bonjour, c'est Mallory de CNKR. Je suis contente de vous présenter le replay de la visioconférence qui a eu lieu jeudi 25 février 2021 à 20h30 avec François Dessables et Anthony Bender sur le thème de la réhabilitation respiratoire chez les patients atteints de Covid-19. Donc pour ceux qui ne connaissent pas CNKR, nous sommes une association nantaise et CNKR veut dire Conférence nantaise en kinésithérapie et rééducation. On est une asso qui date de 2018 et l'objectif principal est de proposer plusieurs conférences par an sur le thème de la kinésithérapie. L'idée initiale était de les faire en présentiel pour faire du lien entre nous, rééducateurs, proches de Nantes, et partager non seulement nos connaissances, mais aussi un moment convivial. Évidemment, comme tout le monde, on s'est adapté depuis quelque temps et la plateforme Zoom nous permet de recevoir en distanciel les intervenants et de proposer ces replays par la suite. Donc dans le bureau de CNKR, nous sommes 4 et nous sommes bénévoles. Les soirées que nous organisons sont pour vous gratuites. On propose simplement une participation libre à partir de 1 € via une cagnotte Litchi en ligne. Le lien est disponible dans votre boîte mail sur le mail de convocation ou bien ici à l'écran. Cette participation nous aide à financer notamment l'abonnement à la plateforme. Je vous souhaite une très bonne écoute. À bientôt. Bonjour à tout le monde, moi c'est François Angélium, je suis un des membres du bureau du CNKR. Voilà. Je suis ravi de vous accueillir pour cette présentation concernant la réhabilitation, les enjeux de la réhabilitation post-Covid-19. Donc on a deux intervenants, François Dessables et Anthony Bender, qui sont là parmi nous et qui vont vous présenter du coup à tour de rôle une présentation commune sur ce thème-là. Donc je vais laisser les intervenants se présenter et puis ils vont dérouler leur présentation. Bien, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Donc voilà, je m'appelle François Dessables. Donc, moi, je suis kiné dans un cabinet libéral à Bougnay. Et voilà, ce soir avec Anthony, du coup, on va vous présenter, on va essayer de vous faire une approche de ce que peut être la réhabilitation respiratoire post-Covid-19, puisque c'est un sujet, comme la maladie elle-même, qui est émergent, mais qui a déjà pas mal d'informations intéressantes et voilà, qu'on va essayer de vous présenter. Et donc, je vais commencer par une intro où on va essayer de rappeler en fait les principales informations sur la pandémie et puis sur ce qui est intéressant de savoir pour mettre en place ensuite un traitement, c'est-à-dire comprendre un peu ce qui se passe dans la maladie et puis et voir ce qui se passe aussi quand cette maladie en fait persiste. Et donc pour devenir ce qu'on appelle maintenant le Covid long, et donc présenter voilà, des spécificités en réhabilitation respiratoire. Donc voilà pour l'intro, je ne vais pas de toute façon m'étendre sur le sujet théorique non plus, puisque bah, voilà, ça fait 1 an que maintenant on entend tous parler de ça, et puis en tant que soignant, voilà, c'est peut-être même encore plus, puisqu'on s'informe pour nos patients. Alors, voilà, je vais vous parler donc du SARS-CoV-2, donc de l'infection et de sa chronologie, des différents scénarios qui peuvent se passer lorsqu'on est atteint du Covid-19. Et donc, il y a des facteurs de risque qui peuvent se présenter. Alors voilà, tout simplement à partir des données, j'ai pioché toutes les données de l'INSERM pour lire un peu sur le sujet. Et donc voilà, donc le SARS-CoV-2, qui fait partie de la famille des coronavirus, qui sont des virus généralement bénins pour l'homme. Mais celui-là, en fait, est le septième coronavirus qui est pathogène et donc qui est nocif et qui rend malade voilà, l'humain et qui est responsable ici donc de la Covid-19. Depuis le début du siècle, c'est la 3e épidémie mortelle de coronavirus, avec le SARS-CoV en 2003 dans un premier temps, le MERS-CoV en 2012 et donc maintenant le SARS-CoV-2. Donc c'est un virus à ARN enveloppé
qui en fait a un génome qui ressemble à 4% près exactement à un coronavirus qui est présent chez la chauve-souris. C'est pour ça que en fait, la théorie préférée pour l'instant sur le sur l'hypothèse de transmission, c'est que via un hôte intermédiaire, eh bien, la chauve-souris nous aurait contaminé avec ce virus, franchissant ce qu'on appelle donc la barrière d'espèce. L'autre hypothèse étant que ce serait en fait un virus qui serait déjà présent chez l'homme, puisqu'on porte des coronavirus qui sont encore une fois bénins, mais qui auraient pu muter. Donc voilà, c'est encore flou à ce jour, puisque des enquêtes sont encore en cours pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, donc en décembre 2019. Alors voilà, les modes de transmission bien connus aussi maintenant, donc c'est le contact direct, soit d'humain à humain, soit via des surfaces, dans une moindre mesure, ou aéroporté. Et donc là, dans l'aéroportage, on aura la principale mode de transmission, ce sera en fait la transmission par gouttelette, par projection. Lorsque l'on parle, on se mouche, on éternue, on tousse, etc. Et aussi, dans une moindre mesure, une transmission aérosolisée, où en fait les particules restent en suspension dans l'air et peuvent alors également contaminer quelqu'un. Et ça, là, on parle plutôt de ce mode de transmission dans les lieux clos, lorsqu'il y a plusieurs personnes en même temps dans un lieu clos. Voilà, alors juste aussi pour l'infographie qui est pas mal, que j'ai trouvé sur l'INSERM également, avec à gauche ici donc une modélisation en fait de ce qui se passe lorsque le virus se fixe à un récepteur acédeuse d'une cellule, et via sa protéine spike, la fameuse spike qui vient se greffer dessus et qui permet en fait au virus de rentrer dans la cellule et de distribuer son matériel ARN pour se répliquer au sein même de la cellule. Et donc, en fait, il suffit de quelques virus pour qu'ensuite la cellule elle-même se mette à fabriquer des virus. Donc, c'est une réaction en chaîne comme ça qui est si problématique, puisqu'elle va pénétrer directement dans les cellules pulmonaires comme ceci. Alors, les personnes à risque, donc là, c'est pareil, c'est juste pour le rappel. Donc, c'est vraiment les gens de plus de 65 ans qui vont, en tout cas, faire des formes graves, voire qui pourraient décéder de cette infection. Les hommes sont plus touchés que les femmes. Et certaines maladies chroniques, comme les maladies cardiovasculaires, le diabète, certaines maladies respiratoires, comme la BPCO et l'asthme, vont venir aggraver le tableau, puisqu'en fait, pour ces personnes à risque, l'infection va immédiatement créer une grosse difficulté en fait, au niveau respiratoire, puisqu'on parle de pneumonie, et qui va jusqu'au syndrome de détresse respiratoire aiguë, dont on parlera un petit peu plus tout à l'heure. Et donc, cette infection pourra venir faire décompenser un asthme ou une BPCO initiale. Alors, le surpoids et l'obésité sont également des risques. Là, je n'ai pas trouvé exactement l'explication physiopathologique, mais voilà, et c'est un fait, l'obésité est un facteur de risque. Et puis, il y a certains risques qui sont seulement présumés. Donc, c'est les femmes enceintes en 3e trimestre de grossesse, l'immunodépression. Alors, on parle des personnes greffées qui ont un traitement immunosuppresseur, ou des personnes avec des maladies initiales avec des déficiences de l'immunité. Et également donc, la cirrhose du foie qui est présumée. Voilà, donc, un graphique ici qui montre l'influence de l'âge, en fait, donc avec les décès et le pourcentage de décès, d'hospitalisation, de réanimation, donc qui montre bien que au-delà de 60 ans, donc voilà, on a vraiment
une population qui va être plus à risque. Voilà, donc ça c'est juste pour rappeler où on en est. J'ai téléchargé ça sur un site qui est Our World in Data. Donc c'est en continu, en fait, c'est des graphiques qui montrent les situations de différents critères du Covid-19 dans le monde, ou ici ciblé sur la France en nombre de décès. Et donc voilà, vous voyez ici que jusqu'en février 2021, donc actuellement, on a toujours une augmentation du nombre de décès. On est à plus de 80 000 maintenant. Si on regarde au niveau mondial, là on est à 2 300 000, donc un peu plus, donc ce qui montre vraiment l'ampleur de la pandémie. Alors après, d'une façon générale, voilà, sur la lutte contre cette pandémie, alors j'aimais bien ce modèle ici qui a été repris, parce que c'est un modèle qui est assez classique quand on parle de la lutte contre un risque quel qu'il soit. C'est le modèle de l'Emmental, où en fait, voilà, couche après couche, comme ça, on a la mise en œuvre de différentes mesures de protection, puisque aucune protection toute seule ne sera à 100% efficace. Il y aura toujours une faille, mais c'est en additionnant les différentes mesures de protection que on va finir par justement empêcher la diffusion du virus. Donc avec à la fois des mesures qui sont plus individuelles et des mesures qui sont plus collectives. Et donc c'est à chacun et à tous en même temps, voilà, de mettre tout ça en œuvre pour éviter que la pandémie perdure, avec voilà, ce qui était assez marrant là, ce qui est très actuel, du coup, la souris de la désinformation, donc qui vient grignoter en fait l'efficacité des mesures que l'on pourrait prendre. Donc voilà, à chacun de prendre ce dessin comme il l'entend, mais voilà, j'ai trouvé que ça illustre très bien voilà, la situation actuelle. Voilà, donc cette courte introduction, juste pour replanter un petit peu le décor et des connaissances théoriques sur le SARS-CoV-2. Alors après, voilà, ce qui nous intéresse ce soir, c'est le fameux Covid long. Alors, ce Covid long mérite vraiment qu'on s'y intéresse de près, puisqu'en fait, de toutes les lectures voilà, que j'ai pu faire et de la petite expérience que je peux en avoir un petit peu sur le terrain, c'est qu'on se prépare quand même à avoir une maladie qui va être chronique, une maladie respiratoire chronique qui va devenir présente en fait dans nos maladies habituelles. Surtout quelqu'un qui aura présenté un Covid long va vraiment avoir ça dans ses antécédents médicaux plus tard et pourra même en être affecté à vie. Donc c'est intéressant de voir les différentes chronologies de la maladie qu'on peut avoir, quels sont les symptômes persistants et d'arriver en fait à retracer la chronologie de la maladie chez un patient pour pouvoir le traiter au mieux. Alors, c'est maintenant quasiment de façon à peu près sûre, et toutes les données se recoupent là-dessus. À partir donc d'une infection au SARS-CoV-2, on aura des gens qui vont être asymptomatiques. Alors, il est difficile de savoir combien. Voilà, l'estimation elle est très large, mais voilà, on estime que 20 à 50% des gens infectés ne présenteront pas de symptômes, alors qu'à côté, voilà, on aura les gens qui vont être symptomatiques. Et ceux-là, on va pouvoir les diviser en 4 grands groupes, on va dire, avec voilà, ceux qui auront une atteinte légère, une atteinte un peu plus forte mais qui restera modérée, une atteinte qui va devenir sévère, et à partir de là, on va parler d'hospitalisation. Voilà, ça va devenir nécessaire d'avoir une assistance respiratoire, ou au moins une surveillance très poussée. Et puis une atteinte critique qui, là, bah, évidemment, va mettre en danger directement la vie des personnes. Donc, sur le ratio qu'on peut observer du coup au niveau mondial, c'est que 80% des gens auront une atteinte légère à modérée, et ce sont les gens qui vont être traités à domicile, en médecine générale ou éventuellement avec un pneumologue. Et les autres, donc les 20% restants, qui eux
vont se retrouver soit en hospitalisation conventionnelle dans les services de pneumologie, gériatrie, puisque encore une fois, c'est beaucoup les gens âgés, voire les services de réanimation. Alors j'ai peut-être pas dit au début, mais on va pas beaucoup pousser toutes les prises en charge de réanimation avec Anthony, on s'est parlé de ça. Voilà, moi j'ai pas cette expérience-là, je suis surtout sur la réhabilitation respiratoire en centre et à l'hôpital, mais voilà, pas dans les services aigus. Donc ce sujet va être évoqué, mais voilà, n'attendez peut-être pas trop de détails sur cette prise en charge spécifiquement en soins intensifs. Voilà. Et ici, pour la chronologie donc, de l'infection, à partir du moment où l'on est infecté, alors, je prends la flèche ici, voilà. Donc on va avoir, alors ça c'est une infographie de l'OMS hein, que j'ai trouvée. Voilà, à partir du moment où la personne est exposée à une charge virale suffisante pour son organisme, pour provoquer donc l'infection, on va avoir quelques jours, ici, de 2 à 3 jours, avant l'apparition des symptômes. Pardon, pas 2 à 3 jours, c'est plutôt 5-6 jours ici. Et à partir de J-1, on va déjà parler de contagiosité. Il semble qu'on soit contagieux déjà 24 heures avant que les symptômes apparaissent. Et puis après, on va avoir différents déroulements de l'infection. Pour les formes légères, voilà, on va avoir une première charge infectieuse qui va provoquer donc, certains symptômes. Donc ici, les principaux sont la fièvre, la toux et donc ça, je les ai mis en gras ici. Mais aussi tout un autre panel de symptômes qui sont des myalgies, des céphalées, maux de gorge, congestion nasale, diarrhée, nausées, vomissements. Évidemment, donc la perte de goût et d'odorat, ça, qui a l'air plus spécifique. Mais on voit bien que tous les autres symptômes sont assez peu spécifiques, qui peuvent faire penser à un syndrome grippal. Et c'est pour ça que d'ailleurs, au tout début, ça a été pendant longtemps, voilà, on prenait ça pour une petite grippe ou une bonne grippe, ça dépendait des gens. Or, on va voir après que pas du tout, hein, c'était juste les prémices d'une maladie un peu plus sévère que ça. Alors, après, pour une forme légère, en 2 semaines, on observe un rétablissement des gens sans persistance de symptômes. Les symptômes s'arrêtent et après, les gens voilà, repartent comme ils sont venus. Alors que dans les formes un peu plus sévères, ici, on va observer 2 pics infectieux. L'apparition des symptômes initial on va présenter de ces différents symptômes-là. On va y avoir une période un peu plus d'accalmie comme ça, pour que 10 jours plus tard, on observe ici un syndrome, ce qu'on appelle hyperinflammatoire, c'est-à-dire que pendant cette période entre les 2 pics infectieux, en fait, le virus couve et va revenir un peu plus fort. Et c'est là que ça va se gâter, c'est-à-dire qu'on observe à ce moment-là les premières insuffisances respiratoires, voire les syndromes de détresse respiratoire aiguë, avec des souffrances au niveau des organes et du système, des insuffisances rénales, troubles du rythme cardiaque. C'est là qu'on peut faire des embolies pulmonaires ou des phlébites, voilà, des maladies thromboemboliques. Et on peut aller voilà, jusqu'à la surinfection ou la septicémie. Donc évidemment, c'est des cas plus graves ici, qui vont se retrouver donc, en service hospitalier pour être traités et vont recevoir de l'oxygène, de la cortisone, enfin tout un tas de traitements qui vont être mis en place. Là, c'est pareil, je ne vais pas m'attarder là-dessus, j'ai pas cette expérience-là. Voilà, toujours est-il que pour arriver quand même à une rémission, en tout cas à une guérison ici au bout de 6 semaines. Voilà, donc déjà, on a les prémices d'une maladie qui va quand même être très très sévère. Voilà, alors,
ça, voilà, c'est vraiment la chronologie de l'infection dans le cas général. Et puis, pour un certain nombre de gens, alors sans qu'il y ait un chiffre exact, on va observer donc ce qu'on appelle la forme longue, le Covid long. Alors, là, je vous prends cette infographie-là de l'OMS de septembre 2020. Ah, pourquoi je vous présente une diapo sur le suivi des réseaux sociaux? C'est qu'en fait, le terme Covid long est un terme qui est employé par les gens à l'époque, donc à l'issue de la première vague d'infection, mais sur les réseaux sociaux. Donc, les gens ont ont communiqué entre eux en expliquant que ils avaient des symptômes qui restaient, qui ne partaient pas après 6 semaines, et des mois après, et pour certains maintenant une année après, ils présentent toujours des symptômes très handicapants au quotidien. Et donc dans cette présentation de l'OMS ici, ils expliquent qu'en fait, le Covid long a été d'abord donc un terme employé entre les patients entre eux, et qu'ensuite ça a été repris dans la littérature spécialisée, la littérature médicale, et qu'on appelle ça maintenant le Covid long. Donc essentiellement, ce qu'on va avoir, c'est donc des symptômes respiratoires, des symptômes cardiaques et certains symptômes neurologiques que je vais vous présenter juste après. Alors, dans les formes longues, ce qui est un peu là où il faut être assez vigilant, entre guillemets, c'est que on va essayer de distinguer 2 cas de figure. Puisque en fait, on se rend compte que plus on étudie cette forme longue, plus on voit qu'elle n'est pas forcément proportionnelle à la gravité de l'infection initiale. Et c'est là qu'on va avoir 2 cas de figure. Alors sans que ce soit aussi tranché, évidemment, ce serait trop facile, mais en gros, on peut distinguer les gens qui ont une infection sévère, voire critique, qui survivent et qui vont garder les séquelles, donc des lésions cardio-pulmonaires qu'ils auront pu avoir au cours de l'infection initiale. Ces gens aussi ont pu être admis en réanimation, passer des semaines, voire quelques mois en réanimation, et on sait que ces séjours sont eux-mêmes, de par le simple traitement réanimatoire, peut apporter des séquelles importantes, comme la neuromyopathie acquise en réanimation, les séquelles de l'intubation, couplé à l'infection initiale, on peut vraiment avoir des états extrêmement dégradés à la sortie de ces services-là. Et donc, pour ces patients-là, ils pourront présenter, au-delà des 6 semaines, donc, un tableau clinique qui sera dégradé, et ça au long cours. Donc ça, c'est le premier type de profil. Et le deuxième type de profil, donc, ce sont des personnes qui présentent des symptômes persistants, mais qui, eux, n'avaient pas dans leur infection initiale de gravité. C'était une infection parfois juste légère ou juste modérée, mais ils vont garder certains symptômes extrêmement gênants, extrêmement désagréables, comme la fatigue chronique, une dyspnée permanente ou des douleurs thoraciques très, très intenses. Voilà, j'essaie de résumer ça en fait dans ce visuel ici, où on va essayer lorsqu'on va aborder ces patients qui présentent ces symptômes persistants, on va essayer de tracer l'histoire de leur maladie. Et donc, par exemple, on prend quelqu'un qui aurait fait une infection sévère ou critique, qui aurait fait une insuffisance respiratoire, voire une détresse respiratoire aiguë, donc après un séjour hospitalier.
en fait, ce qui va se passer, c'est que les lésions pulmonaires et endothéliales qui sont propres à la Covid-19 vont rester, vont avoir dégradé les tissus suffisamment pour que la fonction respiratoire, la fonction cardiaque, soit suffisamment dégradée pour provoquer des symptômes persistants et à terme des conditionnements physiques, puisque les gens seront complètement incapables en fait de mener des activités physiques normales et garder donc au long terme une fonction cardio-respiratoire et vasculaire dégradée. Dans le cas où l'infection serait seulement légère à modérée, mais le patient va présenter une forme longue, donc, les symptômes qu'on a évoqués tout à l'heure pour une forme légère donc, vont être subis pendant quelques semaines. Ici, on s'attend à ce qu'au bout de 6 semaines, enfin 2 à 6 semaines, tout se résolve, mais on constate donc que les symptômes persistent alors qu'il n'y avait pas de gravité. Les gens vont quand même se déconditionner et garder donc toute une série de symptômes. Et c'est là qu'on introduit du coup la notion de syndrome d'hyperventilation qui va probablement expliquer toutes ces formes longues chez des patients qui, a priori, n'avaient pas de risque pour présenter des séquelles. Alors, ici, en fait, on a une convergence des informations à tous les niveaux dans la littérature sur le syndrome d'hyperventilation. Là, je vous ai mis quelques références à partir desquelles j'ai basé la suite du topo. Donc ici, au niveau international, voilà une association entre les sociétés savantes européennes et américaines pour présenter en fait une sorte de guideline sur la réhabilitation à l'hôpital et après la phase hospitalière, qui parle du syndrome d'hyperventilation comme une cause très probable du Covid long. Ici, au niveau de la francophonie, donc par la Société de pneumologie de langue française, également un guide de prise en charge des séquelles respiratoires post-infection au SARS-CoV-2 qui parle du syndrome d'hyperventilation. Ici, un article vraiment qui m'a beaucoup éclairé. C'est donc une équipe de l'hôpital Bichat à Paris qui a basé un article entier vraiment sur ce sujet précis, qui donne l'hyperventilation comme une possible explication au Covid long. Et donc là, au début de ce mois-ci, donc une fiche de l'HAS à destination des kinésithérapeutes et donc qui nous informe donc que le syndrome d'hyperventilation dans les Covid longs doit être recherché, évalué et traité le cas échéant. Voilà, donc c'est pour ça que voilà, le focus ici va se faire sur ce syndrome-là. Et avec Anthony, on vous présentera tout à l'heure aussi quelques cas cliniques qu'on a pu nous traiter, donc chacun de notre côté. Alors, si éventuellement vous ne connaissez pas ce que c'est, je vous rappelle juste la définition officielle. Donc c'est un syndrome caractérisé par des symptômes somatiques, donc physiques, induits par une hyperventilation physiologiquement inappropriée. Donc c'est-à-dire que la personne ventile, mais en dehors du besoin métabolique à proprement parler. Et surtout, c'est une hyperventilation. Ces symptômes sont reproductibles par une hyperventilation volontaire. Donc en fait, c'est un dérèglement en fait, du contrôle respiratoire qui va me amener à toute une série de symptômes très variés, mais quand on les regarde du point de vue d'une hyperventilation, prennent plus de sens. Donc, il y a toujours 3 facteurs qui vont influencer, enfin qui vont amener un SHV.
il faut des troubles organiques, donc une infection physique réelle, des troubles, enfin en tout cas oui physiques, pardon, des troubles psychologiques qui sont souvent associés aux troubles organiques ou au stress initial, et des troubles physiologiques. Donc ça, je vais vous expliquer un peu plus après. Voilà, on caractérise le syndrome d'hyperventilation en 3 formes. La forme aiguë, la forme subaiguë et la forme chronique. Alors, la forme aiguë est assez rare et c'est une crise qui va être très spectaculaire, avec des symptômes respiratoires, une détresse respiratoire, en tout cas le patient va le ressentir comme ça, des symptômes cardiaques également, la sensation qu'on va mourir immédiatement si on ne reçoit pas d'aide tout de suite. Enfin, c'est souvent des gens qui se présentent finalement soit aux urgences, soit qui appellent le 15 lorsque ça leur arrive. On a la forme subaiguë, qui en fait découle de la crise aiguë, mais qui ne va pas être résolue complètement, et qui, si là non plus elle n'est pas prise en charge, va faire rentrer le patient dans un cercle vicieux qui, lui, va amener à la forme chronique. Finalement, c'est un peu la forme finale du syndrome d'hyperventilation, c'est la forme chronique, c'est la forme la plus fréquente que les patients peuvent présenter. Et donc, je vais parler aussi un petit peu plus en détail. Alors, on va faire juste un focus sur la forme subaiguë en présentant le cercle vicieux pour expliquer ce qui se passe dans le syndrome d'hyperventilation. Donc, tout part d'un stress initial. Ça peut être un accident. Dans notre cas ici, dans la pandémie ici, c'est le fait de contracter l'infection au Covid-19, qui est à la fois une agression physique, une infection ressentie dans la chair, et l'angoisse, l'anxiété que ça peut provoquer, puisque voilà, on est tous, ça fait 1 an qu'on est absolument submergé d'informations de toutes parts sur la dangerosité, sur les risques de ce virus. Donc il y a un peu psychologiquement, on est potentialisé quand même pour que ce soit grave, que ce soit sévère. Donc quelqu'un qui pourrait qui pourrait être infecté, va en plus avoir un choc psychologique très important. Et c'est là que commence donc la boucle, ici, le cercle vicieux qui va s'auto-alimenter. Donc le stress initial qui va être transmis au cortex cérébral va induire au niveau des centres respiratoires une hyperventilation, ce qui est normal. Lorsqu'on a un grand stress, en fait, c'est une réaction naturelle d'hyperventiler. Et cette hyperventilation va créer d'autres symptômes. Donc, il y a avant tout donc, la dyspnée, donc l'inconfort respiratoire. D'autres symptômes très très variés, que je vous détaille juste après, qui eux-mêmes vont créer une anxiété, puisque ça va créer un grand mal-être chez ces patients. Et ce grand mal-être va alimenter le stress initial. Et c'est parti, on est parti comme ça pour tourner et pour alimenter donc cette hyperventilation. Et dans les formes qui durent, les formes donc subaiguës et chroniques, on a en plus une désadaptation des chémorécepteurs, en tout cas de la régulation de l'hyperventilation. Ce qui fait qu'on a même plus, la physiologie normale ne va même plus fonctionner pour enrayer ou pour arrêter cette hyperventilation. Alors, voilà ce qui se passe sur le plan physiologique. Quelqu'un hyperventile. Donc, on a une hyperventilation alvéolaire. Alors, c'est intense. Hein. Le cas que je vous expliquerai tout à l'heure, là, c'est des ventilations vraiment très, très, très importantes. Ce qui va se passer, en fait, le principal caractère physiologique qui va bouger, ça va être au niveau du CO2. C'est-à-dire que l'hyperventilation va amener à une hypocapnie. C'est-à-dire qu'on va éliminer trop de CO2
Or, le CO2 est un grand régulateur du système nerveux et de la ventilation elle-même. Et donc, à partir du moment où on n'a plus assez de CO2 dans le sang, ça va aboutir en fait à une hyperexcitabilité du système nerveux, aussi bien au niveau des nerfs moteurs que sensitifs. De là va découler une hyperréactivité du système nerveux autonome, avec tous les symptômes décrits donc, du syndrome d'hyperventilation qui vont en découler. Alors, voilà ces différents signes. Alors, si on regarde au niveau respiratoire, déjà dans un premier temps, on va évidemment avoir une grande dyspnée. Alors, la dyspnée, qui est vraiment un inconfort respiratoire, ce n'est pas l'essoufflement. L'essoufflement, c'est physiologique. La dyspnée, c'est vraiment l'inconfort et la désadaptation de la ventilation par rapport aux besoins métaboliques. La soif d'air. Imaginez que vous respiriez juste à travers une paille, par exemple. Vous auriez l'impression de ne pas prendre assez d'air alors que vous en avez vraiment besoin et vous sentez une urgence comme ça. Et donc ça, on va observer chez les patients donc, des polypnées, des respirations plus rapides et superficielles dans la tachypnée, et des respirations aussi très hautes, hein, des respirations avec la cage thoracique, mais plutôt haute. Alors c'est ce qui aura un intérêt après pour les traitements. Au niveau cardiaque, ces symptômes vont être des douleurs thoraciques, le ressenti de palpitations, puisque encore une fois on est sur des hyperréactivités du système nerveux. Et on observe carrément donc, des modifications de l'ECG, une tachycardie importante. Donc là, la patiente, pareil, que je vous présenterai, là, elle présente des tachycardies, même au repos. Et puis au niveau du système nerveux central, donc l'hyperexcitabilité va donner un ensemble de symptômes très variés, mais qui vont être extrêmement mal vécus par la personne, donc comme l'agitation, l'anxiété, des vertiges, des paresthésies qui peuvent donner l'impression d'être complètement engourdi, d'être paralysé, des sensations de perte de connaissance. Si les nerfs moteurs réagissent, on peut avoir des muscles qui se tétanisent au niveau des mains. C'est pour ça que ce qu'on appelait la spasmophilie avant, on l'a fait rentrer en fait dans la définition du syndrome d'hyperventilation. On peut avoir carrément des syncopes, des grandes émotivités, des sensations de dépersonnalisation, donc on est là au niveau psychiatrique carrément, des hallucinations visuelles, et que ça peut vraiment être des symptômes très impressionnants lorsqu'on les subit. Tout ça à partir d'une hyperventilation et à cause de la variation donc de ce CO2. Voilà, cette diapo ici va reprendre ce que je viens de dire. Donc, à partir de l'hypocapnie. Donc, voilà ce qu'est le syndrome d'hyperventilation. Alors, sur la mise en évidence de ce syndrome, donc là, c'est plus Anthony tout à l'heure qui vous présentera le diagnostic et la mise en évidence de ce syndrome chez les patients. Alors voilà, il y a une petite redondance là, parce que j'ai expliqué ici juste les différentes étapes donc du diagnostic, avec les tests de provocation, l'épreuve d'effort, le questionnaire de Nijmegen, qui est un score en fait utile pour mettre en évidence le SHV à partir des symptômes ressentis. Mais voilà, je laisse Anthony en parler plus tout à l'heure.
Et voilà, je vous présente ici juste comment est-ce qu'on va pouvoir traiter ce syndrome lorsqu'il a été évalué. Alors, il s'agit ici en fait de faire retrouver aux patients les sensations normales de la respiration, de la ventilation, puisque lorsque le syndrome d'hyperventilation n'est pas associé à des séquelles pulmonaires importantes, euh, c'est un syndrome qui va trouver une résolution. Et ici, il s'agit en fait juste de faire retrouver aux gens leur contrôle ventilatoire naturel et d'effacer en quelque sorte la mauvaise habitude qu'ils ont acquise malgré eux, donc dans leur respiration. Si c'est bien mené, ce sont vraiment des traitements qui peuvent être très très efficaces en 6 à 8 séances pour justement vraiment que les personnes trouvent que le syndrome d'hyperventilation s'est arrêté comme il est venu. Alors, évidemment, c'est peut-être pas aussi simple que ça, mais on a une efficacité importante si on a bien cerné en fait les différents paramètres de la rééducation. Alors, voilà, je vous représente ici les différents axes de travail qu'on peut avoir avec ces patients, et c'est un travail qui va être progressif, et on va toujours commencer en fait par des exercices de ventilation, de contrôle de la ventilation au repos, puisque l'effort physique va augmenter l'hyperventilation au départ. Il faut commencer par du contrôle respiratoire au repos. Alors, déjà, on va aborder les patients au niveau de leur thorax même, avec des techniques manuelles simples pour détendre les muscles de la ceinture scapulaire. Tout à l'heure, on disait que l'hyperventilation, voilà, ça recrute en fait beaucoup les muscles accessoires, les inspirateurs accessoires. Donc ça va être au niveau des scomes, au niveau des scalènes. Toute la ceinture scapulaire peut être détendue dans un premier temps. Le diaphragme également peut être travaillé pour faire des relâchements dans des postures en fait de relâchement diaphragmatique. Éduquer le patient à ce qu'est la ventilation abdomino-diaphragmatique pour justement lui faire retrouver un schéma plus normal de la mécanique ventilatoire au repos. Et à partir de là, commencer à travailler le ralentissement, la modulation de la fréquence respiratoire. C'est des gens chez qui on va commencer par travailler des expirations plus longues, de ralentir un peu plus leur cycle, et jusqu'à leur faire des apnées, donc des suspensions de leur ventilation, des apnées que ce soit inspiratoires ou expiratoires, et de les faire jouer comme ça avec leur souffle. Et évidemment, pour le côté, l'aspect anxiogène du SHV, si c'est quelque chose que vous pouvez faire, c'est donc mener une séance de relaxation et qui peuvent être vraiment très très bénéfiques, puisque c'est des gens qui souvent ne savent pas ce qui leur arrive, ils ont vraiment une angoisse très forte, et à partir du moment où on leur explique justement le traitement et on arrive à leur amener une situation, un état d'esprit plus calme, donc ça va aider justement à mieux aborder les séances. Alors, à partir du moment où ces exercices-là sont bien menés, on peut passer au contrôle respiratoire lors des efforts légers, donc à faible intensité, en général de la gymnastique douce, des mouvements soit sans charge, soit avec des résistances élastiques légères. Et à partir de là, on va leur expliquer la synchronisation entre le souffle et le mouvement. C'est-à-dire que, par exemple, pour un exercice au niveau des bras, on va faire l'aller avec l'inspiration, le retour avec l'expiration, ou le contraire,
peu importe. L'idée, c'est simplement qu'ils prennent conscience de leur ventilation pendant qu'ils bougent. C'est de leur faire sentir qu'ils peuvent associer les deux. Et à partir de ce moment où vraiment ils ont compris cette synchronisation, c'est vraiment extrêmement relaxant pour eux. Et ils vont pouvoir l'appliquer ensuite dans la vie de tous les jours, ou dans leur exercice physique, assez rapidement. Et donc, voilà, à partir de ces quelques étapes, ils peuvent déjà sentir que leur souffle, ici, n'est plus problématique. Alors, il y a une technique qu'on emploie souvent en réhabilitation respiratoire en général pour limiter l'essoufflement lié à l'effort, c'est le fait d'expirer avec les lèvres pincées. Donc, pour en fait, ici, ralentir, prolonger un peu l'expiration et éviter donc de provoquer la toux pour certains patients qui auraient ce symptôme-là qui serait présent, qui n'arriveraient pas à contrôler la toux. Eh bien, c'est une façon justement de l'éviter. Et puis, dès qu'on va faire des efforts ici légers, c'est là qu'on va leur apprendre à gérer l'essoufflement, puisque à l'issue de quelques exercices, s'ils présentent un essoufflement, que nous on le constate et qu'ils n'arrivent pas à le dominer, on va dire, et ben, c'est là qu'on va expliquer comment justement calmer cet essoufflement. Donc, plutôt que de respirer plus vite et de façon superficielle, d'augmenter le volume, ce qui nécessairement va ralentir la respiration aussi, et de ne pas chercher à ralentir tout de suite, mais simplement voilà, de respirer à plus grand volume, de se mettre dans un état d'esprit plus calme, et en général, dans la minute, voire moins, l'essoufflement est passé, en tout cas pour des efforts ici légers. Voilà. Et une fois que ces deux étapes ici sont maîtrisées, ou en tout cas sont bien réalisées, c'est là aussi qu'il faut commencer donc à faire vraiment du réentraînement à l'effort, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des gens qui vont être vite déconditionnés. Alors là, on parle de patients chroniques maintenant certains depuis 1 an. Et donc, en 1 an, on peut vraiment vite dégrader sa fonction musculaire. Et donc, dès que ces deux étapes initiales sont contrôlées, et ben, ça leur permettra des efforts plus intenses sans devoir subir sans arrêt donc, cette hyperventilation. Et donc, à partir de là, ils vont pouvoir retravailler leurs muscles, leurs conditions physiques. Donc là, on est sur des modalités classiques de réentraînement à l'effort dans les maladies respiratoires, type BPCO ou autre. Donc avec du renforcement musculaire combiné à l'entraînement aérobie. Donc voilà, les muscles qu'on va cibler dans le renforcement, ce seront tous les grands groupes musculaires des membres supérieurs et inférieurs, les muscles du tronc, et on va viser dans les séries, sur une échelle de Borg par exemple, une sensation d'effort à la fin des séries, cotée de 4 à 6 sur 10. Pour l'entraînement en endurance, que ce soit sur vélo ou sur tapis, là on va travailler sous le seuil ventilatoire, sous le seuil d'essoufflement, sous le seuil de dyspnée. Ça c'est important. Il faut surtout pas qu'en séance il soit mis dans des situations qui pourraient les faire paniquer ou qui pourraient leur rappeler leur hyperventilation. Donc là, on va se limiter généralement à une sensation de dyspnée maximale de 4 sur 10. Voilà, ça, c'est des indicateurs, mais après, évidemment, on adapte en fonction des personnes. Mais grâce à ces quelques repères, ben, on peut vraiment amener les gens à se reconditionner en quelques semaines. Et encore une fois, ce qu'on vise, même si c'est plus complexe que ça, on vise une résolution quand même satisfaisante, en tout cas une amélioration satisfaisante donc du syndrome initial. Voilà. Là, je vais garder mon cas ici, où je vous présente mon
à la clinique. Je garde ça pour après avec Anthony, donc lorsque lui-même aura fait sa présentation. Donc, je vais lui passer la parole. Merci François pour l'ouverture du bal. Donc bonsoir à toutes et à tous. Donc moi je me présente, donc je suis Anthony Bender, kinésithérapeute. Actuellement, j'exerce tous les matins, je suis responsable de la rééducation dans un service de réadaptation cardiovasculaire en secteur hospitalier. Et le reste du temps, je m'occupe d'un cabinet de kinésithérapie libérale au Luxembourg, où on pratique exclusivement la rééducation cardio-respiratoire, avec une grosse activité en soins à domicile. Donc, alors, je vais vous préparer le diapo. Hop, est-ce que c'est tout bon? Normalement. Ouais, c'est bon, Anthony. Ok. Donc, pour faire la suite, on a voulu, donc c'était organisé avec François pour qu'il puisse vous présenter, vous introduire directement plutôt des données qui permettent de bien resituer l'épidémiologie, la physiopathologie et les symptômes principaux avec les grandes lignes au niveau de la prise en charge. Et on s'est organisé pour que je complète du coup la présentation avec un aspect qui se veut directement concret et pratique quand on reçoit au cabinet un patient avec des séquelles de Covid. Donc en gros, quelle évaluation, comment j'évalue un patient au cabinet avec le matériel dont je peux disposer. Donc quel bilan on peut proposer en kinésithérapie libérale? Donc, la trame du bilan va rester toujours la même chose, que ce soit un patient qui vient pour une prothèse de genou ou pour des symptômes qui persistent, une incapacité fonctionnelle après une infection à Covid. En premier lieu, il convient de rassembler les éléments médicaux. La plupart du temps, on a au moins la prescription médicale, sans quoi le patient ne vous contacte pas, qui contient plus ou moins d'informations selon le prescripteur. Et bien évidemment, ça va être très intéressant d'aller chercher par la suite des comptes rendus des consultations médicales. Alors la plupart du temps, c'est au moins des comptes rendus de consultations de pneumologie, voire des lettres de sortie d'hospitalisation. Et parfois aussi, on peut avoir des comptes rendus au niveau cardiologie, voire même d'autres spécialistes. Parfois, les patients les ont spontanément, parfois, il faut aller les réclamer. Et également aussi tout ce qui va être compte rendu d'examens complémentaires, notamment tout ce qui peut être des spirométries, voire des tests d'effort ou encore d'autres examens. Bref, il y a plus de nombreux documents qui peuvent être collectés et ça va vraiment être la base, déjà la première étape au niveau des informations à collecter. Une fois qu'on a ces documents, alors on verra après avec quelques exemples, là comme toujours, comme pour n'importe quelle prise en charge, l'entretien avec le patient va être extrêmement important pour comprendre sa problématique, qu'est-ce qui le gêne, qu'est-ce qui l'attend, et ça permet directement de se mettre dans la bonne direction. On peut s'attendre, on sait que par la littérature, que des patients dans ces suites de pathologies peuvent avoir des tas de symptômes différents, des douleurs, de l'essoufflement, de l'anxiété, de la fatigue, des troubles, des palpitations, enfin bref, des tas de symptômes. Forcément, on ne peut pas s'attaquer en théorie à tous ces symptômes à la fois. C'est essentiel, bien sûr, de comprendre le patient, lui, qu'est-ce qui le gêne le plus, histoire de faire une priorisation de ses plaintes et des symptômes. Quelles attentes il a en venant vous voir, quels sont ses objectifs, d'évaluer, de connaître son niveau d'essoufflement par rapport aux activités
quotidienne, etc. Et puis l'interroger sur tous les autres symptômes qu'il peut avoir, de douleur, de la fatigue, de l'anxiété, etc. Et puis bien sûr, toujours important, entre autres, de connaître l'impact professionnel, social ou sur différentes activités, parce que là aussi, ça peut être plus ou moins impactant avec des patients qui viennent, qui sont toujours en arrêt de travail après plusieurs mois, des gens qui n'ont pas pu reprendre leur vie antérieure, qu'elle soit professionnelle ou au niveau même de leurs activités de loisirs. Alors bien évidemment, hein, cette liste n'est pas exhaustive, mais on va dire que au quotidien, c'est un petit peu comme ça que je structure mon entretien pour avoir assez rapidement, on va dire, l'essentiel des informations quand même assez complètes qui permettent de bien comprendre la situation de chaque patient. Au niveau de la dyspnée, un outil qui est extrêmement simple à utiliser pour évaluer d'un point de vue fonctionnel, c'est l'échelle MMRC avec 5 stades, donc du stade 0 au stade 4. C'est une échelle de dyspnée qu'on utilise assez communément dans l'évaluation de toutes les pathologies, on va dire, respiratoires chroniques. Avec un stade 4 qui correspond aux handicaps respiratoires les plus importants, avec des patients qui ont une dyspnée au moindre effort de la vie courante, habillage, déshabillage, ou trop essoufflés pour quitter le domicile. C'est ce qu'on peut voir, par exemple, assez souvent chez des patients BPCO très sévères. Voilà, ça peut arriver qu'on ait des patients post-Covid. Alors, parfois plutôt sur des formes aiguës, hein, ce stade 4, mais toujours est-il que cet outil est extrêmement intéressant. En pratique libérale, moi, la plupart du temps, c'est des patients qui sont entre le stade 1 ou le stade 2, savoir des patients qui, donc stade 1, c'est vraiment des patients qui vont décrire une dyspnée, un essoufflement anormal lorsqu'ils doivent marcher rapidement ou qu'ils ont une mante ou une volée d'escalier. C'est-à-dire que s'ils marchent au calme, sur du plat, à leur rythme habituel, tout va bien. Et on a certains patients, voilà, stade 2, où le patient va décrire une dyspnée à la marche sur terrain plat en suivant quelqu'un de son âge ou obligeant à s'arrêter pour reprendre son souffle en marchant sur terrain plat à son propre rythme. Donc là, c'est typiquement quelqu'un qui sort pour aller chercher le pain et sur le chemin, il est obligé de ralentir, voire de s'arrêter pour reprendre son souffle. Donc, en milieu libéral, au long cours, voilà, très souvent, on a vraiment la majorité, c'est des patients qui sont soit stade 1, soit stade 2, et ça va être intéressant pour l'évaluation au moment où vous accueillez, où vous rencontrez ces personnes, et bien évidemment sur l'évolution, c'est-à-dire il y a quelques semaines, il y a quelques mois, à quel stade ils en étaient, et puis dans une semaine, dans 2 semaines, dans 2 mois, où est-ce qu'ils en seront. Au niveau de l'examen clinique, alors il n'y a rien de bien sorcier en complément des informations médicales que vous pouvez avoir. Il faut quand même un minimum de matériel, mais la plupart du temps, on va dire c'est du matériel vraiment classique qu'on pouvait avoir. Un oxymètre pour mesurer la saturation partielle en oxygène et qui mesure également la fréquence cardiaque. Un dispositif de quoi mesurer la tension artérielle, et puis simplement aussi à l'observation, pourquoi pas la mesure de la fréquence respiratoire de repos. Alors rien que ça va être des informations hyper intéressantes. Là encore pour le suivi, et ce sont aussi des paramètres que vous allez devoir suivre à l'occasion des différentes techniques rééducatives que vous pourrez proposer par la suite. Donc en pratique, après cet entretien, l'examen clinique est extrêmement rapide à réaliser. Ensuite, je vous ai proposé quelques évaluations complémentaires. Là encore, j'ai fait le choix de présenter celles qui m'arrivent d'utiliser le plus couramment en pratique. Alors, j'en ai choisi 5. Alors, ça ne veut pas dire que je les utilise toutes systématiquement. Ça veut dire aussi qu'il y en a d'autres qui existent, hein, que tout dépend aussi de ses habitudes, des tests qu'on connaît. Il y a aussi des tests qui peuvent plus ou moins s'adapter à des patients en particulier. Je pense par exemple à des patients qui peuvent être plus âgés avec des déficits et des limitations fonctionnelles, notamment peut-être au niveau de la marche et de l'équilibre, qui peuvent mériter d'être évalués par d'autres tests
comme les Time and Go ou les échelles Equimog, enfin bref, des tests plus spécifiques de la fonction de marche, d'équilibration. Toujours est-il que en pratique, sur les patients que j'ai pu avoir en rééducation ces derniers mois, on va dire qui ont entre 20 et 50 ans pour la plupart, c'est les tests que j'ai utilisés principalement. Donc le test de levée de chaise d'1 minute, que peut-être vous connaissez parce qu'il se répand de plus en plus. Alors il est énormément répandu dans le milieu cardio-respiratoire. J'ai pas du tout connaissance de son impact ou de son utilisation dans d'autres domaines, mais vous pourrez le voir pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un test simple et très intéressant. Le test navette adapté, que je décrirai juste après, un test d'apnée, le questionnaire de Nijmegen dont François vous a déjà parlé, et le questionnaire HAD. Au niveau du test de levée de chaise d'une minute, alors c'est un test que j'aime beaucoup parce qu'il est extrêmement simple, et pratique et rapide à réaliser, c'est-à-dire aussi bien au cabinet qu'à domicile. Mais le concept, c'est très simple, c'est qu'on va demander aux patients de réaliser le maximum de transferts assis debout pendant 1 minute. Et on va comptabiliser le nombre de répétitions. Alors, de manière à ce qu'il soit reproductible, si vous êtes au cabinet, veillez à utiliser toujours la même chaise ou le même banc, enfin peu importe, mais une surface qui soit suffisamment stable et qui représente et qui corresponde à la hauteur d'une chaise. Moi, par exemple, ça m'arrive au cabinet, j'utilise ma table de soins à la hauteur minimale, histoire d'avoir toujours la même chose. Et à domicile, choisissez une chaise enfin, c'est pas qu'on saute à pieds joints sur la chaise, mais quand même suffisamment robuste. Placez contre un mur pour éviter que la chaise ne bouge et assurez-vous de bien repérer quelle est cette chaise pour pouvoir l'utiliser de manière reproductible les fois suivantes. Donc la consigne est simple, on explique aux patients, alors à force avec l'habitude, comme n'importe quel test, on connaît un petit peu la routine et on la récite vraiment par cœur, mais l'idée c'est qu'on va demander aux patients, on va leur expliquer qu'il va falloir réaliser le maximum de répétitions de transfert, de se lever, de s'asseoir, de se lever, de s'asseoir pendant 1 minute, et qu'on va comptabiliser le nombre de répétitions, et que c'est important qu'ils en fassent le nombre maximal. Et que de faire ça pendant 1 minute, dans tous les cas, ça va être un test qui sera difficile. Donc par contre, les gens ont le droit de ralentir, ont le droit de faire des pauses, aussi nombreuses et longues qu'ils le souhaitent, mais dans tous les cas, le chronomètre ne s'arrête pas et l'opérateur ne dit rien. C'est-à-dire qu'on lance le chrono et ensuite, au bout d'1 minute, on l'arrête. Point. Et on comptabilise pendant ce temps-là le nombre de répétitions. Alors ça va être intéressant pour 2 choses. La première, ça va être un critère de progression, dire aujourd'hui le patient il fait X levées, et on reverra dans le temps pour réévaluer, ça va être un bon indicateur de la capacité et de la puissance musculaire au niveau des membres inférieurs. Mais ça va être aussi intéressant pour situer le patient par rapport à des valeurs normales. Donc là, c'est ce que je vous présente sur cette diapositive, c'est que ça a été réalisé par des Suisses en 2003, il me semble, donc sur presque 7000 personnes, alors des personnes en bonne santé, donc sans pathologie musculo-squelettique ni cardio-respiratoire, et de 20 à 79 ans. Donc, c'est-à-dire que quel que soit l'âge de votre patient, enfin s'il a entre 20 et 79 ans, vous allez pouvoir comparer par rapport à ces valeurs normales. Et c'est aussi intéressant pour les situer. De se dire que pour certains qui n'avaient aucun problème de santé avant cette infection, a priori, on pourrait se dire, ils sont, enfin, on a une idée de pouvoir les situer et ça permet de se faire une idée sur les conséquences fonctionnelles au niveau de la perte de force musculaire. Donc comment on interprète? Eh bien, vous avez dans la colonne, alors pour les hommes comme pour les femmes, si je prends l'exemple je vais prendre l'exemple d'une femme de 24 ans. Donc, on va être dans la colonne, on va prendre la médiane donc, qui correspond au P50. Et ça veut dire, donc on a une médiane de 47. Ça veut dire que si on prend 100 femmes qui ont entre 20 et 24 ans en bonne santé et qu'on leur fait toutes faire ce test de levée de chaise d'1 minute, il y en a 50 qui vont faire moins de 47 et 50 qui feront plus de 47.
Et avec le P25, P50, P75, on peut diviser en quartiles. C'est-à-dire que si on prend, voilà, si on fait passer toujours à ces 100 femmes ce test de levée de chaise d'une minute, et ben on aura les 25 moins bonnes qui feront moins de 39, le deuxième groupe un peu meilleur qui feront entre 39 et 47, le troisième groupe entre 47 et 55, et les 25 meilleurs qui feront plus de 55. Avec les deux extrémités, dire que les 2,5 meilleurs feront plus de 70 et les 2,5 pires feront moins de 31. Donc ça aussi, c'est très intéressant pour situer, pour évaluer un patient par rapport à sa puissance musculaire au niveau des membres inférieurs. L'intérêt aussi, c'est que c'est un test court, donc même au niveau de la sollicitation cardio-respiratoire, c'est très bref. Ça évite aussi, on est loin d'un test considéré comme maximal ou sous-maximal, comme un test de marche de 6 minutes ou une épreuve d'effort, tout simplement. Donc, intéressant, pratique, pas de matériel nécessaire, si c'était le matériel classique de saturation, de tension, etc., qu'on mesure évidemment avant, après, et qui permet de donner une idée sur l'adaptation et la tolérance à un exercice. Alors le test, ce que j'appelle le test navette adapté, c'est quelque chose que j'utilise de plus en plus depuis quelques temps. Vous connaissez tous le test de marche de 6 minutes, qui, on peut le dire, à part avoir l'espace nécessaire, les conditions optimales qui souvent, la plupart du temps, ne se rencontrent qu'en hôpital ou au centre de rééducation. C'est pas vraiment le test qui est adapté au cabinet libéral et encore moins au domicile. Vous connaissez peut-être moins le test navette, le Incremental Shuttle Walk Test. Alors, c'est quoi ce test navette? En fait, c'est qu'on met deux plots espacés de 9 mètres et on doit faire des allers-retours, enfin des tours entre ces deux plots. Donc, en fait, ça fait des longueurs de 10 mètres. C'est un test fonctionnel qui est très intéressant, mais le problème, c'est que il faut quand même un minimum d'espace. Et puis, c'est un test navette parce qu'on fait des allers-retours et il est incrémental parce qu'il va augmenter progressivement. Et comment il est augmenté? En fait, on a une bande son avec des bips qui vous donne la cadence. Et en fait, au début, on marche doucement et au fur et à mesure, il faut marcher de plus en plus vite. Donc, même si moins de place est requis pour un test de marche de 6 minutes, c'est pas forcément non plus extrêmement pratique à mettre en œuvre parce qu'il vous faut la bande son, un haut-parleur, etc. Enfin bref, vous imaginez que c'est pas non plus le plus simple. Moi, depuis quelques mois, quelques années, je l'utilise sur tapis. C'est-à-dire que simplement en utilisant les vitesses des différents paliers, parce qu'en fait, chaque palier dure 1 minute. Donc, c'est assez simple. Si vous regardez le tableau qui est affiché à l'écran, alors je ne pense pas que vous ayez de tapis de course qui puisse régler la vitesse au centième. Mais on utilise, moi j'utilise par exemple le premier palier, le patient il doit marcher 1 minute à 1,8 km/h. Et puis dès le début de la deuxième minute, on passe à 2,4, et puis à 3, et puis à 3,6, et à 4,3, etc. Donc c'est assez facile à mettre en place si c'est au cabinet, voire à domicile si le patient a un tapis de marche. Et ça permet de faire, là encore, une évaluation de la capacité d'endurance d'un patient. Toujours les mêmes précautions, c'est-à-dire que sur ce genre de test, on évalue avec la saturation, la tension artérielle, on peut mesurer l'évolution de la fréquence cardiaque aussi tout au long du test, vu que la personne est statique sur le tapis. Alors après, comment l'utiliser? On n'est pas obligé de dire de demander au patient d'aller à fond, parce qu'on peut avoir des craintes de dire tiens, ce patient, je ne sais pas trop. Donc dans le doute, si je ne suis pas certain que d'un point de vue cardiovasculaire, il soit stable ou qu'il n'ait pas de comorbidité, etc., on n'est pas obligé du tout de faire ce test. On peut se contenter d'une évaluation fonctionnelle comme le test de levée de chaise. Mais j'ai aussi des patients qui passent des tests d'effort pour lesquels tous les feux sont dans le vert. Donc ça reste un test fonctionnel intéressant. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est qu'on ne va pas compter le temps que le patient tient sur le tapis. Ce qui va être intéressant comme l'outcome sur ce test, c'est la distance parcourue.
Donc, si vous avez votre tapis de marche, alors forcément, la plupart du temps, le tapis ne va pas afficher au mètre près, mais c'est à la dizaine, voire centaine, pardon, la plupart du temps, c'est la dizaine de mètres. Ça arrive que ce soit que à la centaine. Alors là aussi, du coup, ça perd peut-être un petit peu de son intérêt. Toujours est-il que c'est un test qui est intéressant en évaluation et qui peut être fait de manière assez pratique à partir du moment où on a un tapis de marche. Voilà, ça c'est une illustration tout simplement du patient sur le tapis avec le système de sécurité, le saturomètre qui est fixé pour l'enregistrement, enfin la surveillance en continu des paramètres. Le test d'apnée, alors c'est un test qui peut être intéressant quand il y a des suspicions de syndrome d'hyperventilation. C'est pas inintéressant. Ce qui est surtout aussi pratique, c'est qu'il est extrêmement rapide à réaliser puisqu'on demande simplement de faire une pause, le maintien d'une apnée, une pause téléinspiratoire. On demande au patient, on part du volume résiduel, donc fin d'expiration, on a une grande inspiration jusqu'à la capacité pulmonaire totale et on demande de maintenir l'apnée le plus longtemps possible. Alors, il est connu que chez les sujets normaux, on tient à peu près environ 60 secondes. Et il arrive que chez les patients, alors quand François en parlait dans les syndromes d'hyperventilation, ça arrive d'avoir des patients qui tiennent qu'une dizaine de secondes. Alors voilà, c'est pas non plus un test qui permet de dire, de faire le jour et la nuit, de dire si c'est blanc ou noir, mais ça reste quelque chose d'intéressant. Moi, ça m'arrive de voir des patients qui tiennent 3 secondes. Bon, 3 secondes, vous imaginez bien que, on se doute qu'il y a quelque chose au niveau ventilatoire, au niveau de la commande, au niveau, de la sensibilité, enfin bref, il y a quelque chose qui est, pas tout à fait, normal. Le questionnaire de Nijmegen dont François en parlait, c'est un questionnaire qui est très intéressant. Alors, il n'est pas question de prétendre à faire le diagnostic d'un syndrome d'hyperventilation. C'est complexe, vous avez pu le voir, il y a des tas de causes, il y a des tas de symptômes différents, etc. À notre niveau, souvent le but c'est de repérer, de situer un petit peu le patient. Ce questionnaire va être très intéressant puisque, comme vous pouvez le voir, en fait, il interroge, c'est un auto-questionnaire que les patients remplissent tout seuls, qui interroge différents symptômes. Je crois qu'il y en a 16 ou 12, je ne sais plus. Différents symptômes, et les patients vont cocher, vont remplir en fonction de la fréquence de survenue. Alors on considère, alors là encore, je vous ai remis quelques références en dessous par des confrères qui aussi connaissent très bien tout ce qui est syndrome d'hyperventilation. En général, l'usage qu'on revoit le plus souvent, c'est qu'on considère qu'un score supérieur à 23 est en faveur d'un probable syndrome d'hyperventilation, sachant que le score maximal est de 64. Donc là encore, voilà, c'est intéressant, ça permet d'aiguiller, de préciser un petit peu l'évaluation du patient. Est-ce que le patient a un score de 5 ? On n'est pas orienté de la même manière que s'il a un score de 22, que s'il a un score de 45, forcément. Le questionnaire HAD, c'est pour l'évaluation des scores d'anxiété-dépression, alors qui n'est pas du tout spécifique ni au Covid ni à quoi que ce soit. C'est un questionnaire qu'on retrouve dans de très nombreuses applications. Donc ici, c'est la version disponible sur le site de la Haute Autorité de Santé et qu'on retrouve par exemple, qui est référencé par rapport au sevrage tabagique. Donc on peut vraiment l'utiliser pour dans de très diverses situations, avec un score qui évalue l'anxiété et un score qui évalue la dépression. Donc, comme indiqué au niveau de l'interprétation, si le score pour chacun des deux, que ce soit l'un ou l'autre, si c'est inférieur à 7, c'est une absence de symptomatologie. Et au-delà de supérieur ou égal à 11, c'est une symptomatologie certaine. Donc ça peut, là encore, intéressant en tant que tel pour évaluer, pour connaître et suivre l'évolution, mais bien sûr aussi pour pouvoir peut-être réorienter vers des professionnels, par exemple de la santé mentale, puisque voilà des confrères ou des collègues professionnels de santé dont on ne parle jamais habituellement et qui d'un coup d'un seul, on se rend compte qu'ils existent et
qu'ils rendent un grand service à la population. Donc, pour les patients qui ont une symptomatologie anxieuse ou dépressive, ce n'est pas le but de dire vous avez un trouble anxieux ni vous avez un trouble dépressif, ce n'est pas du tout notre compétence et ce n'est pas l'outil, mais tout du moins ça permet de surligner certaines anomalies et peut-être inciter à réorienter vers un professionnel compétent. Donc pour résumer, au niveau du bilan, que je répète, hein, est une illustration de mes préférences, également hein, basées sur mon expérience. Il y a des tas d'autres façons de procéder. Il y a peut-être aussi, en fonction de vos affinités, de matériel disponible, on peut réaliser des tas d'autres évaluations complémentaires. Moi, j'ai choisi ça ici parce que c'est simple. En termes de matériel, il y a alors, à part peut-être l'histoire du tapis, mais vous n'avez besoin de rien du tout. Et c'est aussi bien faisable au cabinet qu'à domicile, et quelle que soit la panoplie de matériel que vous pourriez avoir ou non. Donc, pour résumer, la collecte des documents médicaux, l'entretien avec le patient, un examen clinique assez rapide, et puis des évaluations complémentaires pour avoir quelque chose de quantifiable et suivre une progression. Alors maintenant, on a fait connaissance avec le patient, on avait évalué, et ensuite, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Et là encore, ben, vous avez pu le voir par rapport aux discussions précédentes, que par rapport aux très nombreux symptômes, tout ce qu'il peut y avoir, des symptômes longs, etc. Enfin bref, il peut y avoir énormément de choses à faire. Il faut rester, une fois encore, très terre à terre. On est guidé par ce que nous dit le bilan. Voilà, je vous redonnerai les liens juste après, mais voilà, qu'est-ce qui est recommandé au niveau du réentraînement à l'effort chez les patients post-Covid-19. Alors, si on fait l'analogie avec la BPCO, à partir de quand est-ce qu'on parle de réentraînement à l'effort ou d'indication de réentraînement à l'effort chez un patient BPCO? Eh ben, dès qu'on a un patient qui est symptomatique, c'est-à-dire qui a de la dyspnée, avec une limitation fonctionnelle. Voilà, ça va être exactement le même principe. Une personne qui est anormalement dyspnéique avec une limitation fonctionnelle, eh ben, il y a une indication de réentraînement à l'effort. Donc ces documents disponibles redonnent, on va dire, les généralités au niveau des principes et notamment de précaution qui sont au final toujours un petit peu les mêmes, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de séance si la tension artérielle est trop faible ou trop élevée, si la saturation est trop faible, s'il y a une instabilité de l'état, c'est-à-dire que oui, ok, un patient qui est fatigué, qui n'est pas bien, qui n'est pas en forme depuis peut-être plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, ok. Par contre, quand il y a des aggravations, on va dire, anormales, brutales, que ce soit pour un patient post-Covid ou n'importe quel patient, vous conviendrez que c'est toujours quelque chose qui éveille votre attention et qui peut mériter des examens, enfin en tout cas de signaler au médecin. Donc pendant la séance, de quoi on parle, hein? Ben, on parle d'entraînement de la force. Alors, hein, il parle d'éviter des douleurs et toute fatigue excessive, de respecter des temps de récupération physiologique entre les séries, une augmentation de charge progressive, un entraînement aérobie, comme le disait François, bah, au final, on en revient toujours à la même chose dans le domaine des pathologies respiratoires. C'est-à-dire que l'entraînement aérobie, ben, on surveille l'évolution de la saturation, de la fréquence cardiaque, de la tension artérielle, et puis on évalue le score de fatigue ou de dyspnée en utilisant l'échelle de Borg modifiée, celle qui va de 0 à 10, ou l'échelle de Borg classique qui va de 6 à 20 pour ceux qui aiment les échelles un peu plus pimentées. Dans tous les cas, c'est toujours le même principe. On va chercher à proposer aux patients un entraînement d'une certaine durée, à une intensité qu'on qualifie de un peu difficile, c'est-à-dire où on a un peu chaud, on est un peu essoufflé et on sent que les muscles travaillent. Donc ni trop peu, ni trop.
Et puis voilà, après tous ces documents, je vous donnerai les liens, vous aurez tout le loisir de les regarder plus en détail, et je vous y invite parce que ce sont des fiches pratiques qui sont très brèves, très courtes, très synthétiques, mais on est vraiment sur des choses, on va dire, toujours au final assez simples et pleines de bon sens. Par rapport au syndrome d'hyperventilation, donc là encore, hein, bien que le diagnostic précis ne puisse pas toujours être posé, là encore, dans l'absolu, peu importe, on a des tas entre l'entretien, entre ce que les symptômes décrits par le patient, le questionnaire de Nijmegen, éventuellement le test d'apnée, ça donne largement suffisamment d'éléments. La clinique aussi, hein, avec la fréquence respiratoire spontanée, ça donne largement suffisamment d'éléments pour évaluer et peut-être proposer un traitement spécifique d'un trouble du type d'hyperventilation, d'une dysfonction ventilatoire. Ça, c'était une revue très intéressante, hein, parue dans la revue des maladies respiratoires. Donc, il y a toujours, et c'est ce qui ressort, hein, ce que François en parlait avant, une approche éducative essentielle, une approche rééducative, avec, on va évaluer forcément par étapes avec des exercices de contrôle ventilatoire qui visent à diminuer la ventilation, donc souvent en baissant la fréquence respiratoire, en augmentant le volume courant avec des techniques de pause en fin d'aspiration, etc., pour diminuer tout simplement la ventilation. Tout l'aspect éducatif, il faut que les patients comprennent pourquoi, de quelle manière un mauvais pattern respiratoire va entraîner tous les symptômes, ou au moins une partie, ou au moins en partie, de ce qu'ils peuvent ressentir. Voilà, mais c'est comme de nombreuses choses, hein. Au final, il y a des tas d'interventions comme le réentraînement à l'effort. De quelle manière c'est une part du traitement du syndrome d'hyperventilation en soi. Voilà, il reste, comme dans tous les domaines, de nombreux points d'interrogation. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui doit être abordé avec l'aspect expliquer aux patients comment ça fonctionne et pourquoi ça peut donner ces symptômes, et des exercices de contrôle ventilatoire progressivement plus complexes, c'est-à-dire au repos, et puis associés à des mouvements, et puis insérés dans des exercices en endurance. Puis après, c'est toujours la même chose, c'est comme c'est des compétences d'adapter les bons comportements au bon moment, de la même manière que apprendre à un patient asthmatique à prendre correctement son puff de ventoline, c'est pas si compliqué. Maintenant, que le patient soit capable de prendre correctement son puff de ventoline, de le sortir de sa poche et de l'utiliser correctement alors qu'il est en train de faire une crise d'asthme, c'est autre chose. Donc là aussi, ce sont des choses qui se construisent progressivement. Il y a aussi, voilà, des choses, hein, par rapport aux douleurs thoraciques. Voilà, il y a des gens qui ont des douleurs, qui ont mal dans la poitrine, qui ont des oppressions. Bien évidemment, c'est toujours des choses préoccupantes, hein, douleurs thoraciques. Alors, en cardio-respi, on a l'habitude. Donc, il est toujours question de faire la part des choses, enfin, pour le kiné, mais également aussi, hein, d'un point de vue médical. Mais voilà, c'est déjà dans ces fiches, pareil, dans ces fiches mémo, il souligne qu'une des causes des douleurs thoraciques sont des causes, on va dire, pariétales, musculo-squelettiques. Et donc, il souligne, hein, la contracture des muscles inspiratoires accessoires, par exemple, contracture du muscle diaphragme, avec des recommandations, par exemple, traitement, des thérapies manuelles, d'élevée de tension, de la rééducation respiratoire, techniques de cohérence cardiaque, on voit aussi, thérapie manuelle, donc bon, des choses qui vous parlent peut-être plus ou moins, mais encore à utiliser et être guidé en fonction des symptômes, des plaintes du patient, et aussi des techniques que vous maîtrisez, que vous appréciez. Alors, en ressources essentielles, hein, j'ai remis le lien, ces dernières diapos au niveau, vous les retrouvez disponibles sur le site de la Société de pneumologie de langue française, avec tout ce qui concerne les symptômes prolongés. Souvent, c'est les questions que peuvent avoir les patients, que vous-même pouvez avoir, et qu'on a toujours, on dit, tiens, mais on se rend compte que que ce Covid a des effets à moyen, long terme sur tellement, tellement de choses. Ces fiches sont vraiment extrêmement bien faites, elles sont très courtes,
font bien la part des choses pour orienter, pour comprendre de la fatigue, vous voyez, la dyspnée, les douleurs thoraciques, troubles du goût et de l'odorat, les douleurs, le réentraînement à l'effort, le syndrome d'hyperventilation. Bref, je vous invite à avoir ces fiches sous la main, à les relire au calme, et ça permet vraiment de revoir les idées parfaitement au clair sur ces symptômes prolongés des patients que vous pourrez rencontrer. Donc le programme de rééducation, bien évidemment, il va dépendre du bilan, il va dépendre du nombre de séances prescrites. Donc là, on a affaire ensuite à des aspects de nomenclature, des aspects administratifs. Et au final, ça va inclure le plus souvent de l'éducation. Comme dans n'importe quelle pathologie, les patients, il est essentiel qu'ils puissent comprendre pourquoi ils ont ci, pourquoi ils sont essoufflés, pourquoi ils ont des douleurs thoraciques, etc. Des exercices respiratoires de différents types et du réentraînement à l'effort. Alors un petit lien, j'ai essayé de juste mettre une diapo parce que pour pas me lancer non plus trop dans quelque chose assez immense et au final tellement d'actualité, c'est que pour de très nombreux patients rencontrés, on va dire la rééducation, la prescription d'un programme de rééducation va être une excellente opportunité pour tout mettre en œuvre pour qu'ils soient en bonne santé, en meilleure santé possible à long terme. C'est-à-dire qu'on a forcément des tas de patients qui arrivent avec post-infection, avec limitation fonctionnelle. Et quand on les interroge, oui, pour beaucoup, sont globalement peut-être plutôt sédentaires. Et le traitement qu'on va leur proposer va avoir une composante de réentraînement à l'effort. Ce qui est intéressant, c'est de profiter de cette opportunité pour leur redonner goût, leur donner goût peut-être parfois tout court à l'activité physique, les sensibiliser à ce que c'est l'activité physique efficace. Quelle est la différence entre l'activité physique et l'activité physique efficace, c'est-à-dire l'activité physique bénéfique pour leur santé alors cardiovasculaire, leur santé respiratoire, mais leur santé mentale, leur santé au sens large du terme, et de les inviter, de faire la transition à utiliser différents outils pour les autonomiser. Sur le fonctionnement que j'ai sur mon exercice au Luxembourg, pour les patients qui viennent pour des réadaptations post-Covid, la plupart, ils ont une ordonnance de 6 séances, 6 à 8 séances, à raison d'une fois par semaine. Donc, 6 à 8 séances, une fois par semaine, vous imaginez bien que quand on pense « Oh oui, mais attendez, le réentraînement à l'effort, c'est efficace, il faut au moins 3 entraînements par semaine », oui, forcément, avec une séance par semaine, on va dans le mur si on se contente de ça. Donc directement, on est obligé de mettre en place des stratégies d'autonomisation ou tout simplement avec des devoirs à la maison, en disant voilà, aujourd'hui on évalue, on met en route quelque chose, et tout de suite, chez vous, il va falloir être actif à tous les sens du terme. Et j'ai cité ici en fait 2 applications gratuites, alors gratuites entre guillemets, parce que à ce qui paraît, rien n'est jamais gratuit, mais 2 applications presque gratuites en tout cas, qui sont facilement accessibles et très intéressantes pour justement autonomiser les patients. Donc une c'est Decathlon Coach, l'autre c'est Nike Training Club. Oh, j'ai oublié de dire au début, j'ai absolument aucun conflit d'intérêt avec personne, en tout cas avec personne qui est cité ici, et ni avec Decathlon ni avec Nike. Donc j'en parle assez librement. Je les utilise de plus en plus, peut-être plus une préférence pour Decathlon Coach parce qu'il est un peu plus simple, avec des choses beaucoup plus variées sur les pratiques sportives. Mais le concept de proposer différents exercices supervisés, c'est-à-dire en vidéo, même si les vidéos et les voix sont peut-être assez robotisées, néanmoins ça reste extrêmement varié, avec des progressions, avec des objectifs, enfin bref, ça reste quelque chose de simple et accessible pour débuter et autonomiser les patients. Avant de parler de mes cas cliniques, je voudrais laisser la main à François qui nous parle de sa situation, et on pourra revenir après sur 2 situations, les 2 dernières situations que j'ai eues, c'était ce lundi d'ailleurs.
Voilà. Alors, du coup, ça tombe très bien parce que merci pour toutes tes précisions parce que ça illustre bien la complexité des prises en charge. D'ailleurs, la recherche que je vais présenter ici, c'est une jeune patiente de 34 ans, voilà, de morphologie normale, plutôt sportive à la base. Elle est voilà, pharmacienne libérale. Et d'ailleurs, c'est ce qui l'a exposé au virus dès le début, puisque pharmacienne libérale, au mois de février-mars 2020, elle a contracté donc l'infection puisqu'il n'y avait pas de masque disponible pour la protection, sa propre protection et celle de ses employés. Et donc, de souvenir, de mémoire, elle a dû passer une dizaine de jours à travailler sans protection et en ayant contracté la Covid. Donc, ce qui évidemment fait qu'elle a pris une grosse charge virale. Et le problème, c'est qu'elle a déjà des antécédents respiratoires puisqu'elle est asthmatique, donc elle présente un asthme allergique pour lequel elle était traitée, mais dont le traitement de fond n'avait pas été trop réadapté depuis un moment. Voilà, et un problème thyroïdien en plus pour ses antécédents. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a fait une dyspnée majeure et cette dyspnée, en fait, n'a toujours pas disparu. Voilà, on est à presque 1 an de son infection. Je l'ai contactée par mail avant-hier, elle m'a répondu hier, et elle est toujours en hyperventilation en fait depuis ce moment-là. Alors sur les examens initiaux, elle a passé donc une épreuve d'effort, des EFR et un scanner. Alors, pardon, du coup, j'ai noté qu'il y avait eu un scanner parce que j'avais noté ça dans mes notes, mais en fait, le scanner était prévu et n'a pas été fait. Et j'ai en fait repris une ligne du courrier médical qui disait que le scanner était normal, mais en fait, c'est pareil, c'était une erreur. Donc, il y a seulement eu une épreuve d'effort et une spirométrie. Donc, lors de l'épreuve d'effort maximale, là, c'était vraiment une épreuve d'effort cardio-respiratoire maximale, elle a terminé avec une ventilation de 60 litres par minute, ce qui est excessif, vraiment très, très, très élevé. Et des équivalents respiratoires à 67 au seuil. Alors, sans rentrer dans le détail de la physiologie de l'effort, là, ça veut simplement dire que ça venait signer vraiment une hyperventilation absolument majeure, et ce qui avait déjà amené en fait à un déconditionnement physique important, puisque sa capacité aérobie est inférieure à 20 ml par kilo, ce qui normalement est la capacité aérobie d'une personne simplement sédentaire. Et donc là, on est dans des VO2 max qui commencent à devenir problématiques pour des gens de cet âge-là et en activité. Donc vous voyez ici, si on regarde au niveau du pourcentage de la valeur théorique, c'est la moitié de ce qu'elle est censée faire en fait sur une telle épreuve d'effort. Donc voilà, donc elle s'est présentée donc avec une prescription pour de la réhabilitation respiratoire. Et donc voilà, lors de l'entretien initial, donc voilà, j'ai relevé donc les différents items là, donc une dyspnée constante, vraiment même au repos, à la parole. Donc c'est une dyspnée de 4 sur l'échelle MMRC. Alors, elle compte travailler, en fait, elle est responsable de sa pharmacie avec un gros projet de déménagement qui fait qu'en fait, elle n'a pas arrêté de travailler. Elle s'aménageait juste des grands week-ends, une semaine de vacances par-ci, par-là. Mais en gros, c'est quelqu'un qui, en plus de cette situation très problématique, ne s'est pas ménagé sur le plan professionnel. Sa plainte principale après la dyspnée, c'était la toux, puisqu'elle faisait une toux irritative vraiment
dès qu'elle parlait plus de 2 phrases, elle se mettait à tousser vraiment très fortement et assez longtemps. Ça, voilà, c'est vraiment au début, je me disais vraiment que c'était l'asthme qui était complètement décompensé. Mais après, voilà, il y a le facteur du syndrome d'hyperventilation qui s'ajoute. Et enfin, sa plainte, son autre plainte, c'est la douleur thoracique qu'elle a. Et c'est une douleur vraiment très, très intense qui, presque un an après, n'est toujours pas disparue et n'a jamais été soulagée. C'est une douleur elle exprime comme une brûlure profonde, vraiment sur le cadran supérieur droit ici, et voilà, qui est liée à donc des douleurs vraiment de la cage thoracique, des douleurs intercostales, des douleurs scapulaires du côté droit et des douleurs dorsales importantes. Et tous ces symptômes-là qui durent lui amènent évidemment une grande fatigue. Alors, quelque chose que j'ai noté aussi et que j'ai essayé de travailler en rééducation, c'est le fait que dès qu'elle avait les bras au-dessus de l'horizontale, ce qui est fréquent en pharmacie, puisque bah, voilà, faut ranger beaucoup de choses. Donc la dyspnée devenait absolument intolérable. C'est-à-dire qu'elle est contrainte, en fait, dans ces cas-là, de s'arrêter de faire quoi que ce soit, et elle est en grande dyspnée, et donc là, elle doit vraiment prendre plusieurs minutes pour se remettre. Voilà, donc à l'examen physique, on retrouvait, ok, je pense que l'examen physique, dans ce cas-là, c'était pas le plus parlant, mais bon, j'ai quand même essayé d'aller voir si je pouvais repérer des zones plus sensibles, et donc bah, évidemment donc, des douleurs très, très intenses au niveau de la ceinture scapulaire, donc les scalènes, les scomes, les sous-claviers, les intercostaux, les paravertébraux dorsaux et cervicaux, le diaphragme. Donc il y avait tout un travail manuel aussi préparatoire à la rééducation à faire. Et le seul test que j'ai fait en fait au départ, parce que dans le cabinet, moi j'ai un vélo simplement, et j'avais déjà l'épreuve d'effort, donc j'ai pas reproduit un test d'effort sur vélo puisqu'elle venait d'en faire un très complet. Mais j'ai fait le test de levée de chaise de 1 minute qui a été à 23. Alors grâce à la nouvelle référence, merci Anthony, je vais pouvoir regarder au niveau des normes pour son âge, etc. Mais en tout cas, 23 levées de chaise en 1 minute à 34 ans, c'est bien insuffisant de toute façon. Au passage, le test de levée de chaise de 1 minute, pour avoir une différence entre 2 tests, pour voir s'il y a une progression, c'est 3 levées de chaise de différence qui permettent de dire qu'il y a une amélioration ou une dégradation. Alors, ici, son score de Nijmegen que j'ai rempli avec elle, donc là, était positif, avec ici, malgré tout, on peut quand même constater que c'est seulement les signes liés à ces problèmes thoraciques et dyspnéiques qui ressortent. On n'a pas du tout les signes liés, par exemple, à l'hypocapnie. Tout ce qui est signes neurologiques ou d'hyperexcitabilité du système nerveux. Donc, dans le cas de cette patiente, je dirais qu'elle ne présente pas un syndrome d'hyperventilation simple d'origine anxiogène. Là, on est vraiment sur une décompensation d'un état respiratoire initial. Alors, le traitement qui a été mis en place là, pendant environ 3 mois, alors j'ai vu la question passer de Chloé, si je ne me trompe pas, sur le rythme des séances. Alors, personnellement, moi je suis en pratique libérale, donc j'ai pas tout le loisir de faire beaucoup de séances, mais en gros, pour les patients qui s'autonomisent bien, qui se gèrent bien à la maison, je fais 1 séance par semaine. Et les gens qui ont besoin de plus d'accompagnement ou qui ont aussi plus de disponibilité, parce que ça rentre en ligne de compte, là on est à 2 fois par semaine. Après, au-delà, bah voilà, ça c'est plus dans les centres de rééducation. J'ai fait partie d'une équipe de rééducation pendant 7 ans. Là, c'est évidemment plus efficace d'être à 4 à 5 séances par semaine, 5 journées, mais
voilà, en libéral, on peut se permettre comme ça un peu moins et d'expliquer aux patients ce qu'ils peuvent faire eux-mêmes à la maison. Alors, je reviens à ma patiente. J'ai commencé, en fait, les premières séances ont été surtout manuelles parce que vraiment la plainte et la demande étaient dans ce sens-là, c'était de soulager les douleurs thoraciques, de soulager les dorsalgies, cervicalgies. Donc voilà, j'ai fait un traitement vraiment voilà, manuel avec le travail des trigger points que j'ai pu trouver, des ponçages intercostaux qui étaient très douloureux mais qui avaient une petite efficacité sur la fin de séance, des postures de relâchement de la ceinture scapulaire, du diaphragme, et avec à la fin, une fois que les muscles avaient tous été à peu près relâchés, donc normalisation dorsale par quelques manipulations quand c'était nécessaire, et des mobilisations actives avec certains mouvements pour assouplir et mobiliser la cage thoracique. Alors sur la prise en charge de la dyspnée, donc là, comme on l'a évoqué depuis tout à l'heure, donc on a fait un travail initial du contrôle de la ventilation au repos avec l'apprentissage de l'apnée, la technique des lèvres pincées qui a tout de suite été très bien adoptée et qui est encore utilisée. C'est vraiment la technique qui a un petit peu changé la donne au niveau de la dyspnée d'effort et de repos. Et ça lui a permis, par exemple, de mieux contrôler directement pendant son travail lorsqu'elle avait des essoufflements. Voilà, on a revu donc la synchronisation mouvement et ventilation avec des exercices simples à l'élastique et dans des levées de chaise. Et puis donc la gestion de l'essoufflement qui en fait était une synthèse de tous ces éléments-là. Donc ça a été plutôt bien, ça s'est plutôt bien déroulé sur ces premières séances-là. Et à partir de là, voilà, on a construit plus de choses. Alors sur les douleurs, moi, il y a vraiment pas eu d'effet durable sur sa douleur principale, sa douleur thoracique. Tout ce qui était pariétal, dorsal et un peu thoracique, c'était partiellement soulagé vraiment juste après la séance. On va dire que le soulagement était ressenti sur la journée où on se voyait et puis dès le lendemain, c'était reparti de toute façon ou même dès la nuit suivante. J'ai essayé du TENS antalgique, du TENS neuropathique, avec des appositions vraiment autour de la douleur, des appositions des électrodes sur les espaces intercostaux eux-mêmes. Voilà, il n'y a vraiment pas eu de résultat. J'ai appelé la pneumologue qui l'avait évalué et pour lui demander conseil. Elle ne savait pas non plus quoi lui donner. Elle lui avait donné de la cortisone orale et même ça avait eu très très peu d'effet sur les douleurs. Donc ça, c'est un mystère encore pour l'instant. Malheureusement, c'est une des composantes des Covid longs qui semble vraiment difficile à diminuer. Alors après, comme c'est une patiente jeune, dynamique, avant toute cette histoire, elle avait quand même une bonne condition physique initialement, et donc on n'a pas attendu qu'elle soit vraiment, vraiment mieux au niveau de sa dyspnée. On a tout de suite elle a tout de suite commencé le réentraînement donc sur le vélo, puisque l'épreuve d'effort était quand même assez dégradée. Et donc, sur une séance par semaine, je lui faisais pratiquer 15 à 20 minutes sur le vélo, donc entre 30 et 45 watts en intervalle training. Je lui faisais faire des levées de chaise sans aide, vraiment sans aide manuelle, 3 à 4 séries de 10, et ça se passait bien. Et après, le problème, c'était le travail de la force des membres supérieurs. Là, c'est pareil, moi au cabinet, j'ai pas d'autre chose que des haltères et des élastiques. Donc, on a travaillé les élastiques graduellement comme ça. Et là, il a fallu nuancer un peu les choses, puisque dès qu'il y avait un travail bilatéral au niveau des bras, on obtenait en fait un arrêt de l'effort très rapide à cause de la dyspnée. Donc, on a vraiment travaillé un bras après l'autre, sous l'horizontale, pour vraiment pas reproduire sa dyspnée. Et là, à partir de ce moment-là, ça passait à peu près.
Donc voilà en gros le traitement proposé. Alors voilà, les séances, en gros, c'est des séances où je la gardais 1 heure. On commençait d'abord par le traitement manuel quand il y avait besoin, puis un échauffement, en tout cas une mise en route ventilatoire qui était les exercices de ventilation au repos, et ensuite le réentraînement. Voilà, donc ça, on s'est vu 1 fois par semaine pendant environ 3 mois. Alors après, elle habite pas le même département, donc c'est pareil, il y avait des conditions logistiques qui n'étaient pas toujours top, donc il y a des fois on s'est pas vu pendant 3 semaines, etc. Donc elle a appliqué en fait les conseils et le réentraînement chez elle autant qu'elle le pouvait, autant que son travail et sa fatigue lui permettaient. Voilà, pour obtenir un résultat, alors je crois que c'est juste après, voilà, un résultat qui était quand même assez mitigé. Encore une fois, je pense que ici on est dans un cas qui est pas simple, puisque on est chez quelqu'un, encore une fois, je pense que si elle n'avait pas été aussi active professionnellement, c'est quelqu'un qui aurait été en arrêt de longue durée et qui aurait pu profiter quand même un peu plus de repos. Je dis pas qu'elle aurait pu être hospitalisée, ça j'en sais rien, mais elle était quand même assez, je pense vraiment assez sévère pour être au moins arrêtée. Alors il se trouve qu'en plus elle a eu un gros projet de déménagement de sa pharmacie, enfin voilà, qu'elle a mené à bien la semaine dernière. Donc, ce qui fait que voilà, elle s'est pas du tout ménagée au niveau de son investissement là-dedans. Donc ça, là dans le mail qu'elle m'a envoyé, voilà, elle disait que la fatigue était vraiment importante. La toux et la dyspnée sont toujours là. Les douleurs thoraciques aussi. Ça fait 6 semaines qu'elle est sous cortisone, ce qui améliore un petit peu le tableau quand même. Et donc, elle doit revoir la pneumologue là au mois d'avril. Voilà, c'est pas un retour d'expérience très comment dire, glorieux, hein, je pense. C'est vraiment assez complexe comme prise en charge. Bon, je pense surtout en libéral. Je pense que là, dans un cas comme le tien, ce serait pas mal qu'elle soit admise dans un centre de réadaptation respiratoire spécialisé. Mais voilà donc voilà pour ce retour-là. Je rends la parole à Anthony. Oui, merci François. Alors moi du coup ça va être beaucoup plus rapide, hein. Parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est mes 2 derniers patients, donc j'ai eu en consultation lundi. Et c'est vrai que pour l'aspect aussi, hein, suite à la réponse à la question qui a été faite par rapport à la fréquence des séances, c'est toujours la même problématique, hein, bah ouais, les patients, ils ont besoin, donc ils ont vachement besoin, donc on les voit 5 fois par semaine, puis après on les voit 3 fois par semaine, et dès qu'on y va moins ou qu'ils viennent moins, et ben ils font pas vraiment grand chose. C'est les mêmes problématiques que pour la prise en charge des patients BPCO, en réadaptation cardiaque. Enfin bref, c'est toujours la même chose au final avec les patients atteints de pathologie chronique. Je pense aux lombalgiques chroniques, même si j'y connais plus rien du tout. Mais j'imagine qu'un patient qui n'est pas observant avec ses exercices thérapeutiques, il peut venir toute sa vie au cabinet. Donc bon, moi j'ai depuis longtemps adopté en fait une toute autre posture dès le début. Je le dis peut-être pas aussi clairement, mais en tous les cas je le fais bien comprendre que les séances en elles-mêmes, clairement elles seront insuffisantes parce que c'est pas une séance, ni deux, ni trois qui seront efficaces. Et quand bien même on fait 3 fois par semaine, on va pas faire 3 fois par semaine pendant tout le reste de leur vie. Donc voilà, après bien évidemment on adapte à la situation, à la sévérité, mais dans l'idée, c'est un petit peu mon attitude. Donc cette première patiente que j'ai, Madame Denise, 24 ans, par confidentialité j'ai pris son 2e prénom. Alors voilà ce que j'ai, la seule chose que j'ai eue, c'est revalidation post-infection Covid, syndrome d'hyperventilation. J'ai eu absolument que ça.
Et donc, voilà, au niveau de son bilan, donc fait lundi. Donc là, c'est les captures d'écran à peu de choses près de ce que je note et de ce que je renvoie directement au pneumologue. Donc, je synthétise. Alors, c'est pas exhaustif, hein. Il y a, des fois, je pense pas à tout, des fois, j'en rajoute par la suite. Mais voilà, elle a été contaminée en août 2020, donc ça fait avec une atteinte sévère. Voilà, elle a repris le sport, du crossfit au début janvier. Pas de tout, pas de thérapie, pas de tabagisme. Et elle, sa plainte principale, c'est les difficultés à respirer avec parfois des sensations d'étouffement. Elle m'a raconté aussi un contexte, on va dire, euh, privé difficile, avec l'isolement, etc. Elle a un suivi psychologique, une dyspnée MMRC stade 1, donc au final assez peu impacté aujourd'hui par la dyspnée. Le questionnaire de Nijmegen à 36, donc c'est quand même, quand on parle de 23, ben, on est quand même bien au-delà. Et un test de levée de chaise d'une minute à 41 levées. Alors pour la médiane, pour sa tranche d'âge, c'est 47. Et ce qui est intéressant, c'est dans son histoire, elle pratiquait le water polo jusqu'à peu au niveau compétition. Donc on veut se dire, bah, tiens, 41 levées pour un tel profil, c'est quand même assez bas. Voilà, donc du coup, au niveau de prise en charge, ben, pour simplifier, on va commencer, mais on va mettre de côté l'aspect réentraînement à l'effort, puisqu'elle a repris par elle-même une activité physique. On va plus mettre le paquet sur l'aspect contrôle ventilatoire, thérapie manuelle, puis laisser guider en fonction de réponses, de ce qu'elle apprécie, de ce qui lui fait du bien, etc. Le cas clinique numéro 2, monsieur Tony, 40 ans. Alors là, pour le coup, j'ai eu beaucoup plus d'informations, c'est-à-dire que déjà, l'ordonnance précise pneumopathie infectieuse virale aiguë, forme modérée en décembre 2020, dyspnée d'effort, douleur thoracique, bilan cardio et pneumo 6 juin. Donc là, j'ai eu pour le coup la chance que le patient il arrive avec l'ordonnance du médecin qui est quand même commentée, plus le compte-rendu du pneumologue lui-même. Donc du coup qui reprend forcément, qui est quand même globalement bien exhaustif, et ça c'est quand même super appréciable. On revoit en bas la dyspnée MMRC stade 2. Alors j'ai un petit souci avec moi. A huge night for both sets of fans. Match day 1 in the UEFA Champions. Ok. Donc le document, le courrier de consultation du médecin, forcément du pneumologue, c'est le grand luxe d'avoir directement le document qui reprend tout. Et le pneumologue, donc il ajoute en plus le compte-rendu de l'épreuve fonctionnelle respiratoire, plus son interprétation, sa conclusion. Et il y avait des problèmes de douleurs thoraciques, etc. Et il y a une consultation de cardiologie qui est prévue, et tout le compte-rendu du cardiologue a été joint aussi au courrier, avec forcément tous les détails et les conclusions, avec bilan cardiaque normal, enfin absolument, même un test d'effort, absolument sans anomalie. Donc ça, voilà, c'est les variantes qui arrivent quand c'est grand luxe, quand on a toutes les informations, et qui permettent vraiment de proposer un programme de rééducation complet. Et pour ce patient, comme vous pouvez le voir juste après, une plainte principale, toujours pareil, douleur thoracique, c'est ce qui le gêne le plus, avec une gêne respiratoire, dyspnée MMRC stade 2. Un monsieur qui est technicien en extérieur, qui tire des câbles à longueur de journée, donc pour l'instant en arrêt de travail. Un test de levée de chaise à 31, pour une médiane à 44 pour sa tranche d'âge, et le P25, limite du premier quartile, à 35. Donc clairement, pour 100 hommes de son âge, il fait partie des 25 moins bons. Et le questionnaire de Nijmegen, pareil, à 36, donc avec une symptomatologie forte. Donc là, ça souligne qu'il va falloir construire un programme autour d'une réautonomisation vers l'activité physique. C'est un ancien haltérophile, donc on voit qu'il a la carrure, mais il n'y a plus beaucoup de force dedans.
Et puis au niveau pareil, du contrôle ventilatoire, etc. Donc encore certainement pas mal de travail qui s'annonce. Mais comparativement au cas présenté par François, là j'ai la chance pour ces deux personnes que vous le comprenez, que ce sont pour l'instant deux formes quand même globalement avec beaucoup moins de symptômes, de choses complexes, à ce stade en tout cas, que ce qu'a pu rencontrer François. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce dont je voulais vous parler, et c'est cette illustration de mes deux derniers patients de la semaine. Donc voilà, maintenant je reste disponible comme François pour vos éventuelles questions complémentaires. Merci beaucoup à vous deux. Deux interventions très intéressantes. Au final, on a bien fait le tour. Vous m'aviez promis d'être hyper rapide et en fait, vous voyez, on a bien tenu une bonne distance, mais c'était super. Pour simplifier la mise en ligne de ce replay et parce que toutes les bonnes choses ont une fin, nous avons coupé la partie de questions-réponses de la conférence. Nous allons donc clôturer ce replay là-dessus. Restez en lien avec nous et CNKR en vous abonnant à notre page Facebook ou en nous demandant d'être sur notre liste mail d'envoi d'informations à contactcnkr@gmail.com. À bientôt!